bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, le sujet du jour, ça va être le télétravail. Pour me présenter rapidement, je suis Swat de Fasterclass, organisme de formation spécialisé sur les soft skills. Et aujourd'hui, donc, notre objectif, c'est de vous donner un max de bonnes pratiques, de conseils pour gérer le télétravail. Alors effectivement, dans le titre, on a parlé des JO parce que c'est de l'actualité et que on reçoit pas mal d'informations en disant voilà, on pousse au télétravail, mais que vous soyez en Île-de-France, que vous soyez concerné par les JO ou pas, eh bien, si vous faites un peu de télétravail ou vous voulez faire plus de télétravail, basculer sur un mode hybride, eh bien, aujourd'hui, on a 2 experts qui vont vous donner pas mal de conseils et de bonnes pratiques. Ça va être ultra concret, pragmatique, et l'idée, c'est vraiment que ça vous soit utile. Donc, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, à demander la parole pour rendre ça interactif. On n'est pas encore nombreux, donc voilà, posez vos questions pour rendre ça encore plus intéressant et plus vivant. Donc, je vais commencer, si ça vous va, par vous présenter nos 2 expertes aujourd'hui. On a de la chance. Je vais commencer par Elsie. Je vais passer en basculer en mode écran pour que tout le monde puisse lire et synchroniser. Et je rebasculerai sur le mode JO et terrain pour que ça soit un peu plus chouette. Donc, nos expertes aujourd'hui, on a Elsie. Elsie, aujourd'hui, elle est DRH chez Before AI, donc une belle scale-up en hyper-croissance. Elle est également coach certifiée et donc c'est une experte du sujet. Elle a mis en place pas mal de politiques de télétravail, de travail hybride. Et aujourd'hui, elle est formatrice aussi chez Fasterclass. Donc, il y a l'expertise et la pédagogie. Et accompagnée d'Elsie, nous avons Marjorie, qui est la créatrice du label Remote Friendly. Donc, c'est une ancienne RH qui, en fait, a développé toute la politique full remote dans une entreprise avec 125 salariés. Et qui aujourd'hui, eh bien, c'est son domaine de prédilection. Donc, on a de la chance de les avoir et elles vont pouvoir nous partager tout leur savoir. Donc, je répète encore une fois, vraiment, c'est super important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, on est parti chercher des pépites pour répondre à vos questions. Et puis, je vois qu'il est 35 déjà, donc on ne va pas perdre de temps parce qu'on a prévu pas mal de questions. Et si vous voulez bien, les filles, je vais vous projeter au milieu pour que tout le monde puisse profiter et vous voir bien comme il faut. Hop là. Est-ce que tout le monde voit Elsie et Marjorie? Vous pouvez faire des petites réactions avec les émoticônes sur votre profil. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours chouette. Super, merci. Merci, et merci Swat pour l'introduction. Avec plaisir. Alors, commençons par la première question. Déjà, par rapport au télétravail, je reprends, comme je vous l'ai dit, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit maintenant pour les grandes vacances, ceux qui veulent avoir plus de facilité pour les départs en vacances, qui veulent profiter des maisons des grands-parents, des amis. L'objectif, c'est de se blinder et mieux gérer sa collaboration à distance. Donc, pour commencer, ma première question. Donc, demain, les filles, si je me dis je bascule en travail à distance, qu'est-ce que je dois faire avant le grand jour pour bien me préparer? Je ne sais pas si tu veux commencer, Elsie. Ouais, donc avec plaisir. On va d'abord à chaque fois recueillir la vue entreprise, donc vision globale qui s'adresse plutôt aux dirigeants, aux RH, aux managers. Et ensuite, d'un point de vue individuel, si vous êtes concerné par le télétravail. Donc, du coup, je pense que le point essentiel pour les entreprises, c'est d'arriver à créer un cadre. Donc, on va se parler du cadre. Et que ce cadre, il soit propice à la sécurité psychologique. Donc, ça veut dire partager avec transparence, avec authenticité, autant les politiques, les process, les stratégies, les résultats attendus, les échecs aussi, les réussites, les craintes qu'on peut avoir, et du coup encourager les collaborateurs à faire pareil. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans un environnement télétravail qu'il n'y a pas d'échange, bien au contraire. Et pour ça, il faut vraiment dès le début mettre en place la confiance, la transparence, pour ensuite petit à petit monter les étages et mettre en place plein de petites autres choses dont on va se parler. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Marjorie, avant qu'on aille plus dans le détail?
Écoute, rebondir peut-être sur la notion de communication d'une manière générale. Finalement, je pense que c'est presque le fil conducteur de toute bonne pratique en télétravail. Et donc, finalement, peut-être par rapport à ce que tu viens de dire, c'est commencer par mettre en place, in fine, un outil de communication quand on est côté entreprise, parce que ça dépend de votre structure. Donc là, je m'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, aux RH, aux managers qui écoutent cet échange aujourd'hui. C'est vraiment d'utiliser un support qui sera commun à tous pour donner justement ce cadre sécurisant et rebondir derrière aussi sur ce que tu évoquais sur la partie plus bien-être psychologique. En fait, derrière, il faut avoir un espace pour pouvoir communiquer et parler des urgences et toucher à tout ce qui va être organisationnel aussi. Donc vraiment, juste ce côté communication, fondation de l'outil de com, il va être hyper utile dans le cadre de la mise en place du télétravail. Ouais, donc effectivement, je pense qu'avant de mettre en place le télétravail, c'est important de se parler de l'outil en commun, de la vision globale qu'on a, le côté sécurité psychologique, confiance. Et du coup, dans ce cadre-là, pourquoi pas mettre en place un point dédié en réunion CSE, par exemple, pour recueillir les doléances, les idées, valider notre plan, s'assurer qu'on a un peu recensé toutes les problématiques qui pourraient être amenées à se passer. Et puis, de manière générale, en tant que dirigeant et que RH, je pense que c'est vraiment important de solliciter l'avis des autres en réunion, à l'écrit, voilà, insister encore plus puisqu'il y a un peu moins peut-être le non-verbal que lorsqu'on est au bureau. Et puis, ça passe forcément par la culture du feedback, demander et donner régulièrement du feedback et également montrer qu'on applique certains feedbacks, qu'on est dans cette logique, voilà, de progression et de transparence avec les collaborateurs. Oui, complètement. Et pour rebondir sur la question de Swat qui était qu'est-ce que je dois faire avant le jour J, donc pour le lier à ce que tu viens de dire, on a parlé de l'outil, donc du fait d'avoir un outil pour centraliser, mais du coup, si on est sur comment ça se passe avant de le faire, en fait, avant d'être en télétravail, c'est justement de commencer déjà à mettre en place quelques jours avant le passage à l'acte à 100% télétravail pour ceux, notamment les Parisiens. Et bien du coup, c'est de commencer en fait tout de suite avec ce système de feedback, avec ce système de je prends la température. Et pour ça, si vous optez pour un outil de type Slack, qui est souvent celui qui est utilisé dans l'urgence, c'est un modèle gratuit, enfin en tout cas, il y a une partie freemium qui est assez accessible et plutôt pas mal, elle fait bien le job. En tout cas, même par la suite, sur la durée, et bien en fait, c'est de commencer à communiquer en amont, avant donc le passage au télétravail, déjà par cet outil. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de commencer à créer des canaux de discussion qui vont être des canaux professionnels, certes, mais aussi des espaces un peu plus personnels. On va pouvoir, par la suite, on en reparlera à un autre moment, sans doute dans le webinaire, le côté lien social qui est très, très important puisque c'est celui qui est souvent pointé du doigt quand on est à distance. Et du coup, moi, ce que je recommande, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand j'accompagne les entreprises à passer au télétravail, c'est l'avant. Et je le compare souvent à ce fameux calendrier de l'avant en disant il y a tout à fait une possibilité de mettre en place finalement une forme de structure, de rappel quelques jours à l'avance pour dire voilà, on va passer au full télétravail dans 7 jours, dans 5 jours, dans 3 jours, dans 2 jours, demain. Et puis, en fait, de faire perdurer justement cette communication. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avant ? C'est commencer tout de suite à parler sur ce canal de communication pendant qu'on est encore au bureau pour pouvoir justement utiliser ce type d'outils qui va être très utile et sur lesquels on va pouvoir commencer à partager à J-7 un process, par exemple, ou à J-3 l'ouverture d'un canal de discussion spécifique pour parler notamment de la parentalité, par exemple, et des futures vacances scolaires qui arrivent, etc. etc. Donc voilà, cette notion de cumul entre l'outil lui-même et ce qu'on en fait, ça va être super intéressant et différenciant aussi côté bonne pratique. Ouais, comme tout changement, je pense qu'il faut vraiment toujours se dire que il y a une courbe du changement. On bascule pas directement dans l'acceptation et on n'a pas directement des ambassadeurs et c'est complètement normal. Et du coup, pour ça, il faut communiquer, se montrer soi-même exemplaire en basculant un maximum déjà peut-être dès qu'on est au bureau, certaines réunions petit à petit en virtuel. Et puis effectivement, Marjorie, tu as parlé de ces canaux.
c'est hyper important. Voilà, aussi de communiquer dans les règles de travail, qu'on passe en priorité par ces canaux groupés plutôt que par des discussions individuelles, parce que la question qu'on se pose, elle va pouvoir intéresser d'autres personnes, parce que peut-être qu'on n'aura pas une réponse en live de la personne à qui on voulait s'adresser, mais que d'autres auront d'autres perspectives, d'autres réponses, et plus en simultané. Donc du coup, ces canaux-là, ils sont essentiels, et on peut vraiment les envisager à 2, à 3, à 4, toute l'équipe, tout un département, par projet, et effectivement par sujet d'affinité, comme tu parlais. Pourquoi pas, par exemple, un canal sur les JO où on fait aussi des petits débriefs de certaines épreuves, notamment. Ouais, et voilà. D'ailleurs, côté entreprise, perso, me permets de te couper, je vous recommande de laisser la possibilité d'ouvrir des canaux à vos collaborateurs, parce que sur Slack, typiquement, on peut choisir qu'il n'y ait que l'administrateur qui puisse le faire, mais non, surtout pas. Laissez vos collaborateurs ouvrir ces canaux de discussion-là. Ça leur permettra, déjà vous, ça vous permettra de savoir quels sont leurs sujets aujourd'hui sur lesquels ils ont réellement envie d'échanger, de partager des choses, que ce soit pro ou perso. Et derrière, en fait, ce sont des canaux qui vont être alimentés par vos équipes. Donc, derrière, des sujets, en fait, sur lesquels ils ont envie de commencer à créer du lien, d'avoir des retours de leur manager, etc. Donc, si c'est essentiel pour eux, il faut en tenir compte. Et puis, je me permets aussi de rebondir sur la prise de pouls, un petit peu dont tu as parlé tout à l'heure, tu sais, avec les feedbacks. En fait, sur Slack, c'est la même chose. On peut utiliser des plugins, en fait, complémentaires qui permettent d'aller prendre régulièrement la température. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire aussi de manière anonyme. Donc, ça vous permet, après une réunion, ça vous permet, après un événement qui vient de se passer dans l'entreprise, eh bien, de tout de suite demander à chaud à vos équipes comment vous avez vécu le truc, quoi. Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Et donc, d'avoir un système comme ça finalement de questionnaire en direct, c'est très bien. Après des réunions, c'est vraiment une très bonne pratique, notamment. Oui, et du coup, j'en profite. On a tellement de choses à se dire. On fait un effet ping-pong naturel. J'en profite aussi pour dire que sur les outils collaboratifs tels que Slack ou autres, on a aussi la possibilité dans les canaux de mettre en place des documents de travail partagés et du coup de structurer les réunions au fur et à mesure. Voilà, pendant la réunion, il y en a un qui prend les notes. Avant la réunion, chacun met ses points sur lesquels il veut échanger. Ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion, hop, ils peuvent se connecter et voir ce qui s'est passé, éventuellement apporter leur contribution s'ils ont été sollicités. Et c'est vraiment comme ça que petit à petit, on crée les bonnes habitudes de travail à distance. Oui, totalement. Et côté process aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut appuyer finalement par rapport à ce que tu dis. Ça me fait immédiatement penser à cette notion de process. En fait, c'est le process, quand on est en présentiel, c'est quelque chose qui est vécu ou vu comme assez lourd. On n'aime pas trop les process. Par contre, quand on est à distance, on aime les process parce qu'en fait, c'est un peu notre guide, c'est un peu notre fil rouge, fil conducteur. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre en place des process pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Parce que ce qu'il y a de plus terrible, en fait, à distance, c'est je vais appeler directement un tel, je vais lui passer l'information et finalement, les autres n'auront pas exactement le même niveau d'information ou alors l'information va circuler de personne en personne et à la fin, on sait ce que ça donne. Il y a toujours une déformation finalement du message initial. Donc, couchez vos process à l'écrit et ça, vous pouvez les co-créer avec vos équipes en fonction de leurs besoins et justement en fonction des canaux de discussion qu'ils vont ouvrir et des sujets de discussion. De toute façon, on n'est pas parfait au démarrage. L'amélioration continue, c'est vraiment clairement un peu le cheval de bataille finalement quand on est à distance. Et on a toujours à apprendre, même les entreprises qui le pratiquent déjà bien avant le Covid, on apprend toujours et on s'améliore toujours. Ouais, complètement. Et vraiment, cette culture de l'écrit, je pense qu'elle est hyper importante de manière générale, pas forcément quand on travaille à distance, mais comme tu le disais, on a besoin quand même de sécurité quand on travaille à distance et donc du coup, on le fait plus naturellement. Et donc du coup, voilà, c'est hyper important de tout partager, son agenda, sa vision, les notes de réunion, ses doutes et bien insister en tant que manager, dirigeant et RH sur la notion de ne pas rester seul. Voilà, parce qu'il y a un vrai danger par rapport à l'isolement, de manière générale d'un point de vue psychologique, mais également l'isolement dans la tâche de travail. Voilà, je suis bloquée, j'ai personne à qui demander et du coup,
ça crée de l'anxiété, de l'incompréhension, des ralentissements dans l'exécution de la tâche. Donc du coup, on ne répétera jamais assez qu'il n'y a pas de questions bêtes, en poser soi-même en tant que dirigeant, du coup, quand on n'est pas très sûr de quelque chose, pour montrer aussi sa vulnérabilité et permettre aux autres de facilement lever la main sur un canal en disant là, est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi pas même créer un canal SOS. SOS technique ou SOS dans la mission de travail. Et aussi par rapport au point de préparation, ce qu'on s'était dit, c'est de ne pas oublier qu'on peut peut-être faire face à des problèmes techniques de connexion ou autre. Donc, ça peut être intéressant de partager aussi un process, que faire en cas de problématiques techniques, et pourquoi pas de recenser les personnes qui habitent à proximité pour qu'elles puissent se contacter, se retrouver si besoin. Si à un moment donné, quelqu'un a une coupure Internet ou quelqu'un se sent seul pendant la période. Ouais, tu as anticipé un peu la deuxième partie, donc garder le lien. Juste pour résumer ce que vous venez de dire, si je comprends bien, donc pour se préparer, c'est vraiment avoir un process, comme a dit Marjorie, peut-être de J-15, J-7, et un peu événementialiser l'arrivée du télétravail, d'organiser un espace de communication clair pour que tout le monde puisse y participer. Et j'ai vu, alors moi j'avais déjà une question, mais je vois, et je vais donner la priorité aux commentaires de François, qui nous rappelle qu'il est important de garder un équilibre entre les conversations télétravail, Teams et sur site. Donc, est-ce que vous avez des conseils sur ce point par rapport à la gestion de l'hybride ? Moi, pour le coup, je rebondis tout de suite parce que c'est le truc où je sais que ça crée le plus de friction entre team sur site et team en télétravail. Pour moi, ne pas hésiter à rebondir sur le sujet, évidemment, elle dit, mais à partir du moment où on a une personne en télétravail, on doit adopter en fait une culture du télétravail très très rapide, identique pour tous. C'est-à-dire qu'en termes de communication, j'entends, c'est important que les personnes qui soient sur site aient le même fonctionnement avec cette culture à l'écrit, pour que justement il n'y ait pas de distinction, il n'y ait pas de heurts, il n'y ait pas de problématique finalement de passage de l'information. Donc vous allez me dire, oui c'est compliqué, on se voit à la machine à café, on se croise dans les couloirs. En fait on peut se croiser aussi dans des couloirs virtuels. Donc on peut mettre tout le monde en fait sur des outils comme celui sur lequel on est aujourd'hui. Moi j'utilise un autre outil qui s'appelle Work Adventure, qui permet à des petits personnages en fait de se croiser, de reproduire des vrais bureaux en fait en présentiel, et ce qui permet à ceux sur site de se retrouver sur l'espace aussi avec ceux qui sont en télétravail et vice-versa. Donc vraiment, si j'ai un conseil sur ça, c'est faire attention au niveau de l'hybride à ne pas scinder les communications, mais plutôt à unir les équipes en ayant un canal sur lequel on va communiquer et donc se passer l'info, et surtout, éviter les prises de décision qui vont se faire à l'oral. Les prises de décision quand on est en télétravail, full télétravail ou hybride, elles se passent dans des canaux de discussion, dans des dossiers de gestion du projet. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a les sujets vraiment formels, les décisions sur lesquelles il ne faut pas hésiter à répéter, bien mettre à l'écrit pour s'assurer que tout le monde ait l'info. Et après, pour tout ce qui est informel, c'est penser inclusif en permanence, et qu'on soit au bureau ou qu'on soit sur des groupes, penser à faire le lien. Tu as vu ce qui s'est passé là, tu as vu ce qui s'est dit sur le canal, tu es au courant de ce canal-là. Ça t'intéresse peut-être, etc. Et à l'inverse, du coup, bien partager quand on se voit aux autres en partageant peut-être une petite photo. Par exemple, là, moi, je travaille pour Before.ai en tant que DRH externalisé. Donc, c'est une entreprise qui est en full télétravail depuis le début et qui souhaite le rester. Et là, on va se retrouver une partie de l'équipe tout à l'heure pour déjeuner. Typiquement, dans ce genre de moment, il y a forcément quelqu'un qui va prendre une photo, qui va faire un petit récap de ce qui s'est passé aux autres sur un canal, de manière à ce qu'il y ait des ponts en permanence entre les équipes qui sont à distance et les équipes qui se voient. Et ça, c'est vraiment important de le faire parce qu'on peut avoir l'impression de manquer des choses, qu'on soit au bureau ou qu'on soit à distance. J'espère que ça a un peu nourri ta réflexion, François. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une pour vous, les filles. Il y a quelque chose qui est revenu. C'est parler de sécurité psychologique. J'avais déjà lu des articles. Ça me semble être un concept assez fort. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots
juste pour bien expliquer ce que c'est qui est concerné, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, justement pour cette question de télétravail, parce que visiblement c'est un point fondamental. Oui, en fait, il y a plusieurs sujets en un, en réalité. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle a une obligation de s'assurer de la santé de ses collaborateurs. Et donc, du fait qu'ils soient protégés. Et de protéger, quand on parle en télétravail, ça va être à plusieurs niveaux. Ça va être évidemment cette partie psychologique, et notamment la plus forte qui va être liée à l'isolement. Ça va être aussi l'addiction, à laquelle on ne pense pas beaucoup. Et en réalité, il y a vraiment besoin de sensibiliser sur ces sujets, parce que quelqu'un qui a une addiction va pouvoir la limiter quand on est en présentiel, entre guillemets. Par contre, en télétravail, c'est la porte ouverte, hein, on va dire, au fait que ça puisse s'accentuer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important, et je pense que c'est la raison pour laquelle on fait aussi un gros focus toutes les deux sur la notion de communication, parce que plus on communique avec les équipes, plus on a de canaux sur lesquels on peut échanger, plus on a la possibilité de voir, hein, en fait, et de se rendre compte des difficultés potentielles de nos collaborateurs. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation sur ces sujets-là, et notamment quand on n'a pas de CSE, quand on n'a pas une structure qui a des équipes qui ont été formées, notamment à la partie sécurité des salariés, les moyens de communication vont être hyper importants à ce niveau-là. Et la sécurité, ça va être aussi la notion de, on va dire, tout ce qui va être lié plutôt aux postures, aux parties TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, dont on commence à parler maintenant, mais sur lesquels, pareil, on n'est pas beaucoup sensibilisé. Et là, petite recommandation de mon côté, si vous êtes sur LinkedIn, et c'est peut-être comme ça que vous avez connu ce webinaire aujourd'hui, vous pouvez aller suivre Mathilde Mathieu, qui est la work kiné de LinkedIn. Et en fait, tous les jours, elle donne des tips pour les personnes qui travaillent sur bureau. Et donc, elle nous apprend à bien positionner son clavier, son écran, son siège, etc. Donc, tous les sujets qui vont avoir un lien avec notre bien-être physique, pour le coup. Et quand on sait que le physique joue sur le mental et inversement, en fait, c'est très important d'aborder ces deux sujets. Et je compléterai en disant que la sécurité psychologique, ça passe aussi avant tout par la confiance, le fait que les collaborateurs sentent qu'on leur fait confiance. Donc, ça veut dire mettre en place un cadre, exprimer clairement les attendus et peut-être être moins dans la dynamique de je vais te relancer dès que je vais te croiser et on s'envoie des mails en permanence, etc. Laisser un peu les gens aussi faire les choses à leur rythme en ayant des deadlines clairs, en ayant un cadre de travail clair. Mais voilà, favoriser un maximum l'autonomie, la transparence et laisser les personnes travailler aussi, voilà, à leur rythme. Ça, c'est hyper important. Et avoir la sensation que, quoi qu'elles fassent, elles auront un retour. Hein, donc, on remercie jamais assez. Et on n'exprime pas aussi assez ces attentes ou des choses qui nous ont gênés. Dans le management de manière générale et je pense qu'en télétravail c'est justement aussi une bonne opportunité de le faire parce que mine de rien les personnes sont chez elles peut-être plus dans un certain confort au niveau psychologique et plus à même d'avoir des fois des discussions qui peuvent être émotionnelles que quand c'est comme ça dans le bureau que tout le monde peut voir par une fenêtre ou quoi que ce soit ce qui se passe. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est adresser les sujets au bon moment, dès qu'on les détecte et pas hésiter à agir avec transparence, authenticité, tout en montrant qu'on fait confiance, qu'on remercie, tout ça. Et du coup, deuxième point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, Marjorie, c'est effectivement dans la communication, les échanges qu'on va avoir. Ça ne se passe pas que par écrit via les canaux. C'est vraiment important aussi de créer des événements informels. Donc, nous, par exemple, chez Before AI, tous les jours, il y a des pauses café et à différents horaires hein, en fonction des préférences de chacun, notamment parce qu'ils sont basés un peu partout dans le monde. Et du coup, on repère, nous, l'équipe RH, il y a toujours une personne de l'équipe RH, on repère quand il y a des personnes qui ne viennent pas pendant un certain temps, on les contacte personnellement. Voilà. On prend le temps d'un point de vue individuel de se dire, de demander à la personne comment elle va, sa charge de travail, etc. Comment ça se fait qu'on la voit plus trop en ce moment. Voilà, on s'assure de raccrocher les wagons en permanence parce que on croise pas les gens dans les couloirs. Il y a
Il y a du langage non verbal qui peut ne pas passer. Et en général, du coup, on crée mine de rien des relations beaucoup plus authentiques que ce qu'on aurait au bureau parce que les gens n'ont pas de masque social. On s'impose beaucoup moins ce faux self, ce côté politiquement correct qu'on a au bureau. Et du coup, au final, quand on met en place ce cadre-là, on se rend compte que les gens parlent très facilement et ça crée des liens forts. Mais il faut faire cet effort d'échange régulier et de bien inclure tout le monde le plus régulièrement possible, faire des checks. Tu me permets de faire le lien avec la deuxième question que j'avais prévue, c'est justement comment moi en tant que collaborateur, comment je fais pour bien garder le lien avec le reste de mes collègues pendant cette période. Ouais, et je me permets juste, parce qu'on a beaucoup parlé de l'entreprise, en amont, donc beaucoup en fait de qu'est-ce que l'entreprise doit préparer, mais il y a quand même une notion qui est importante, nous en tant que collaborateurs, comment on fait aussi pour bien se préparer très rapidement. Je voulais juste glisser 3 points sur ce sujet. Le premier, c'est s'assurer que votre environnement de travail, il est OK en fait. Il va vous permettre de travailler sereinement. C'est pas toujours le cas. Donc, vérifier qu'il y a bien un espace dédié, qu'il n'y aura pas de problématique de réseau. Donc, faire des tests NPerf, par exemple, pour vérifier le débit chez vous, Internet, et que vous n'aurez pas de coupure. Est-ce que tout le matériel est OK? Si ce n'est pas le cas, on parlait avec la RH pour savoir justement qu'est-ce qui serait utile et important pour bien travailler et vérifier au niveau familial que ça sera OK aussi. Parce que quand on a un petit peu un conjoint ou des enfants qui sont là, ce n'est pas tout à fait pareil que télétravailler quand tout le monde est en dehors de la maison. Ça, c'est important. La deuxième chose, ça veut dire que naturellement, il faut baliser aussi les espaces. Donc, avoir un espace qui soit dédié. Et là, soit tu peux partager la petite photo que je t'ai partagée de mon côté, la mettre en grand si possible. Bon, c'est une photo un peu drôle, mais c'est pour vous passer en fait cette idée en gros, prévenir la famille que là, vous travaillez concrètement. C'est ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est qu'on a été jetés un petit peu comme ça, dans le bain, et il a fallu se débrouiller, et donc on n'avait pas réussi à mettre en place des éléments très précis pour la famille. Et donc là, c'est à l'époque une maman qui avait posté ce message que j'ai trouvé très drôle pour illustrer aujourd'hui mes propos. Donc bien baliser les espaces, et s'il n'y a pas d'espace chez vous, eh bien vérifier si vous ne pouvez pas aller chez des amis ou bien un membre de votre famille qui vous permettra en fait de travailler vraiment de manière confortable et surtout sans bruit pour faire vos réunions sans stress, on va dire. Et le troisième point, c'est bien structurer votre journée. Moi, je vous recommande vraiment de faire des blocs de temps perso, pro, sur lesquels vous allez avoir finalement des moments dédiés à chaque chose dans la journée, et ça va vous permettre d'éviter de courir tout le temps après le temps. Voilà. Et donc, je fais le lien avec justement la question que tu posais juste après, Swad, sur le fait de comment garder le lien. Je pense qu'on a déjà évoqué pas mal de choses avec Elsie sur ce sujet-là. Pour le coup, je rebascule côté entreprise. En fait, pour moi, je vais parler du gros point noir que je vois habituellement dans les entreprises. C'est le manque de transparence. Et quand on veut garder du lien, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas la transparence. Et donc, très souvent, quand j'ai des managers qui viennent sur les accompagnements, en fait, la première question que je leur pose, c'est est-ce que votre équipe, elle sait où vous êtes là maintenant, ce que vous faites? Bon, 99,9% des cas, non. La réponse est non, ils ne savent pas. Alors qu'ils sont en train de se former aux bonnes pratiques du télétravail et à l'amélioration. C'est une info hyper importante à partager avec son équipe. Si on ne le fait pas nous-mêmes, en fait, en tant que manager, en tant qu'entreprise, avec nos collaborateurs, pourquoi est-ce qu'ils le feraient avec nous? Et donc, pourquoi, en fait, il y aurait cette forme de transparence et donc de confiance, parce que ça va souvent avec les équipes. Donc ça, pour garder le lien, je dirais que la première chose à faire, c'est être transparent, montrer l'exemple, communiquer, ouvrir soi-même des canaux de discussion, pro et perso dont on parlait tout à l'heure, ne pas attendre, en fait, que ce soit les équipes qui le fassent. Et petite particularité que moi j'aime beaucoup aussi dans la notion de lien, c'est de se créer ce que j'appelle un dictionnaire des emojis. C'est-à-dire que quand on utilise une communication à l'écrit, en fait, ce qui peut être bien dans les outils que vous utilisez, que ce soit Slack ou un autre, c'est à côté de votre nom, prénom, mettre un petit emoji qui va signifier la même chose pour toute l'entreprise. Exemple concret. Dans la boîte où j'étais DRH avant, avec mon équipe de 125 collaborateurs, en fait, on avait parfois les enfants à la maison, parfois on avait des rendez-vous qui étaient importants et sur lesquels on avait besoin d'être focus, etc. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. On était obligé d'aller préciser l'info à l'écrit de manière structurée, on va dire, alors qu'en fait, un emoji à côté de son nom prénom pouvait avoir la même signification pour tout le monde. Du coup, quand on avait besoin d'être focus, on avait mis un emoji casque.
Et donc, on avait juste l'emoji à changer et c'est tout. Et ça voulait dire que là, je suis focus. Je vais lire ton message. Je ne suis pas absent. Juste là, j'ai besoin d'être focus, donc je ne vais pas répondre tout de suite. Et donc, on avait vraiment mis dans ce dictionnaire, un casque, ça veut dire ça. S'il y a une petite maison, ça veut dire que je suis en télétravail à l'extérieur. Si, par exemple, je mets une tête d'enfant, enfin, le petit emoji enfant, ça veut dire que j'ai mes enfants à la maison, etc. Donc, ça donne tout de suite des indications et ça, je trouve ça vraiment top pour faire passer très, très vite le message sans avoir besoin d'argumenter. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça. Ouais, super. Ouais, de manière générale, je pense que c'est important d'être transparent des deux côtés. Donc, prévenir quand on va devoir s'absenter, quand on est en déplacement, quand on a du mal à gérer ses deadlines. Montrer un peu plus peut-être son équilibre pro-perso et faire attention à celui des autres. Donc, on parlera jamais assez du droit à la déconnexion, mais voilà, le télétravail, c'est une formidable opportunité pour travailler en asynchrone et du coup, se laisser le temps d'interagir autour de documents collaboratifs. Et puis, voilà, comment on garde le lien, ça se passe en télétravail, mais c'est aussi important pour sa vie, pour son équilibre général, de ne pas avoir des liens qu'avec son entreprise et qu'avec son écran. Hein. Donc, c'est aussi prendre le temps d'aller un peu dehors, dans la nature. Les bienfaits des petites pauses, on les sous-estime, mais prendre 5 minutes régulièrement, ça fait du bien. Pourquoi pas encourager d'autres personnes à faire un truc de sport en simultané, c'est toujours cool. Et puis sinon, voilà, on a aussi notre réseau personnel et c'est aussi cet équilibre-là qui va faire qu'on prend aussi plaisir à avoir des échanges avec les collègues de travail. Donc, bien penser à prendre des pauses déjeuner aussi avec des personnes qui nous sont proches, faire des sorties en dehors du travail, puisque le télétravail, au final, c'est adapté à tous, hein, même les plus extravertis, même les plus sociables d'entre nous. Il suffit juste de bien se connaître et du coup, favoriser des temps d'équilibre pro, perso, et la qualité de la communication, autant en interne dans l'entreprise qu'avec nos proches. Oui, exactement. Il y a des petites choses qu'on peut faire. Je me permets, souhaite d'ajouter, de rebondir sur ça. Des choses qu'on fait tous les jours, en fait, et on n'a pas l'habitude de les partager. Aller sortir le chien, par exemple. Juste aller chercher son pain. Et en fait, pendant ces moments-là, on peut très bien organiser en même temps un échange avec des collègues, des copains, etc. Et en fait, profiter de ce moment-là pour partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et nous, par exemple, on le faisait avec autant les personnes qui adoraient juste marcher comme ça dans la nature et prenaient en photo en fait des éléments de la nature qui leur plaisaient et du coup les partageaient après en équipe. Idem avec les sorties avec le chien, ça permettait de créer des discussions et en fait derrière de faire la tâche en question en même temps que du lien social avec les uns et les autres. Et ça, le manager peut participer. Ce n'est pas réservé qu'aux collaborateurs. Le manager peut être à l'initiative de ce genre de choses. Donc vraiment ne pas hésiter. Et aussi quand on a des hobbies qui nous plaisent ou si par exemple, je sais pas, on avait une ancienne salariée qui faisait de la danse latino et brésilienne et en fait, elle nous avait fait des cours en visio sur soit les fins de journée, soit les heures de pause du midi et en fait, on partageait ça tous ensemble. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais tous ces petits moments-là, en fait, puisqu'elle le faisait, elle le partageait avec tout le monde et on venait qui avait envie de venir. Voilà, donc ça, c'est une très bonne pratique aussi et ça marche autant avec son cercle perso que son cercle pro. Excellent. J'aurais bien aimé voir ça. Avec les costumes, c'était magnifique. Ah, trop bien. Nous, on a fait plein de choses en visio, hein, des ateliers de cuisine, effectivement, tout type de sport, des moments des fois aussi avec les enfants, les animaux, des imprévus, mais qui créent aussi du lien. Enfin voilà, au final, c'est ça aussi, l'adaptation, c'est voir les gens un peu plus dans leur... tels qu'ils sont naturellement. Et c'est vrai que voilà, c'est une formidable opportunité d'être plus soi-même et du coup de créer des connexions un peu différentes au final que celles qu'on crée au bureau. Oui, et puis il y a plein de sujets qu'on a en commun. Je prends l'exemple de LinkedIn, tout simplement. En fait, on peut très bien proposer à ses collègues, venez, à midi, on refait tous, ou de telle heure à telle heure, on refait tous notre bannière LinkedIn. Et puis, en fait, c'est un moment collaboratif sur lequel on se pose sur une table et puis voilà, on travaille nos trucs, on se pose des questions, qu'est-ce que tu en penses, on rebondit. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des événements qui soient coûteux, parce que ça, c'est un peu une fausse croyance. J'ai pas d'argent pour faire ça. Mais en fait, il y a plein d'activités qui sont possibles. Mais en fait, c'est tellement naturel que du coup, on n'y pense pas. On se dit, non, je vais le faire dans mon coin. Non, partagez justement ces moments-là
Et typiquement, tout ce qui va être atelier de co-développement, c'est super. C'est vraiment, peu importe le sujet, que vous invitiez quelqu'un à parler du télétravail ou bien un chef d'entreprise à vous raconter son histoire ou bien que ça soit quelqu'un qui ait justement une expertise sur Canva, sur LinkedIn ou autre, c'est génial, c'est juste un moment ensemble. Donc ça, tout le monde aime bien le partager, que ce soit la personne qui intervient ou bien juste entre nous, entre collègues. Et ça se fait petit à petit. Voilà, c'est sûr que là, on vous parle nous, on est maintenant habitués. Mais c'est vrai qu'au début, il faut faire un petit peu plus d'efforts côté entreprise. Peut-être qu'il y a des collaborateurs qui, naturellement, seront un peu plus ambassadeurs, qui créeront plus d'opportunités. Et ça se fait après, petit à petit, avec un effet boule de neige, sous réserve qu'il y ait bien ce cadre de confiance, de transparence, qu'on se dise les choses et qu'on avance, qu'on ait des buts en commun. Oui, complètement. D'ailleurs, juste peut-être pour conclure cette partie, si vous voulez initier justement ce genre de choses, l'idéal, c'est de ne pas être uniquement, et ça tu en parlais tout à l'heure, mais c'est pas être uniquement sur le côté écrit. Et en fait, pour ça, même quand on utilise un outil qui nous permet d'aller échanger à l'écrit, en fait, aujourd'hui, toutes ces applications, elles vous permettent de faire des vocaux et elles vous permettent de faire des vidéos. Donc, plutôt d'aller écrire à votre collègue une information, vous pouvez aussi lui dire et lui partager à l'oral et en visio. C'est hyper important, ça, pour créer des connexions différentes de l'écrit qui est souvent un petit peu plus rigide, on va dire, même si on y met des emojis. En fait, chaque jour, un peu alterner la manière de faire, ça va être utile. Pas sur les sujets sur lesquels il y a des décisions à prendre. Là, on va être sur de l'écrit. Par contre, sur les conversations de tous les jours, on peut y associer l'oral et la vidéo. Ouais, complètement. Voilà, c'est vrai que sur Slack, par exemple, on se pose une question. Attends, je t'appelle. C'est juste une touche et puis on est direct dans l'échange. Il n'y a pas forcément un lien visio à s'envoyer, etc. Ça peut être très très facile au final, tout comme on le ferait avec un collègue dans un box d'un open space. J'ai toujours cette question du lien. J'ai Malika qui partageait la question comment garder du lien. Elle parle des rituels et elle suggère de conserver les points d'habitude. Moi, ça m'a j'ai une question, c'est est-ce que le travail avant télétravail, est-ce qu'on doit conserver les mêmes rituels d'équipe? Est-ce que c'est télécompatible? Est-ce qu'on doit faire un petit changement? Est-ce qu'on doit les revoir? Est-ce qu'on doit réinventer les rituels? Visiblement, oui, sur la question du lien, sur créer des événements pour partage, etc. Mais si on veut faire avancer les projets, est-ce que on doit... Malika répond en même temps, ça m'a perturbée. Merci Malika, pas tous. Du coup, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Je suis d'accord avec Malika. En fait, effectivement, il faut qu'il y ait des habitudes. Par exemple, un call d'équipe hebdomadaire, un échange hebdomadaire ou bimensuel en one-to-one, en direct entre le manager et le collaborateur. Voilà, il y a des points comme ça, je pense, sur lesquels c'est important de maintenir une régularité. Après, tout s'adapte au fur et à mesure du temps, en fonction de la seniorité de la personne, des projets en cours, en fonction de la période. Peut-être que l'été, effectivement, c'est l'occasion d'alléger aussi certaines choses. En fait, il faut être dans cette logique, je pense, d'amélioration continue, de constamment se dire est-ce que c'est le bon format, est-ce qu'on peut fonctionner autrement. Donc, les rituels sont importants, oui, mais en permanence repenser et se dire là, on est sur un format qui marche plus trop, comment on pourrait faire et peut-être que certains échanges marchent mieux à l'écrit autour d'un document asynchrone sur lequel on aura des points de passage avec des règles très claires sur jusqu'à quand on a pour commenter, pour s'entendre sur des décisions et peut-être que sur d'autres, effectivement, l'informel est important. Et après, je pense que de manière générale, c'est important de se laisser de la bande passante dans l'agenda pour pouvoir être contacté tout court. Ça, c'est valable dans la vie de manière générale. Garder du temps comme ça pour l'échange informel avec ses enfants, c'est pareil avec son équipe de travail. Si on a l'impression qu'on est constamment en mode tunnel, que la personne enchaîne les rendez-vous, peut-être qu'on ne pensera pas, on aura peur de la déranger alors que ça aurait été super important de passer 5 minutes sur un sujet ensemble de suite. Voilà. D'où là l'importance aussi de la transparence et de la confiance, de partir du principe que s'il y a besoin, dérange-moi.
Voilà. Pour ça, oui. Pour ça, on fait plutôt à l'écrit. Voilà. Petit à petit, on réadapte notre mode de fonctionnement commun. On en revient à la notion de process qu'on évoquait tout à l'heure, pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et je rejoins exactement ce que tu viens de dire sur le sujet. Peut-être le bémol sur lequel moi je mettrais un petit focus, c'est le temps en réunion, parce qu'en présentiel, en fait, on a tendance à pas cadrer les réunions. En visio, c'est juste pas possible, puisqu'on passe déjà la journée en fait sur l'ordinateur, avoir des réunions sur lesquelles on va forcément perdre le fil parce qu'on a des notifications qui arrivent en parallèle, etc. C'est très, très difficile. Donc, bien mieux cadrer les réunions qu'en présentiel, s'il doit y avoir une différence entre les deux, avec surtout un sujet, une réunion, et on ne déborde pas en fait sur d'autres sujets. S'il y a d'autres sujets à aborder, ça donne lieu à d'autres réunions. Et on évite de faire des réunions qui durent plus de 45 minutes parce qu'en visio, c'est quand même vraiment très éprouvant. Donc voilà, peut-être la différence notable, je dirais, entre le présentiel et le télétravail en termes de rituel, c'est éviter de compenser le fait de ne pas se voir par le cumul de réunions. Parce que ça, par contre, ce n'est pas une bonne pratique. Ouais, ça s'est beaucoup vu pendant la période Covid où au final, les gens disaient « non mais c'est pas possible, on se parle tout le temps, au final, ça devient pénible ». Et c'est vrai que pour ça, il y a les documents collaboratifs, comme je le disais au début. On a un canal de groupe qui correspond aux personnes participantes de la réunion. On a un document associé dans ce canal. L'ordre du jour doit y être. Chacun doit pouvoir apporter les sujets sur lesquels il veut discuter pour bien cadrer le temps de réunion. Et du coup, on prend les notes en direct. Comme ça, on s'assure que tout le monde a compris la même chose. On repart tous avec une to-do list claire. Ceux qui n'ont pas pu participer, ils ont un document de référence et basta. Voilà. Et effectivement, on pense à garder du temps parce que, comme tu le dis, Marjorie, on n'est pas fait quand même pour rester assis devant un ordinateur toute la journée. Et du coup, la moindre pause, je pense qu'il faut la prendre. C'est hyper important. Passer de la station debout à assise à un peu d'exercice physique, à un petit coup d'air dehors, marcher pour une réunion, aller déjeuner avec des personnes en physique. Voilà, il faut vraiment alterner les temps. L'idée, c'est pas d'avoir des journées tunnels et de revivre un peu le rythme qu'on peut avoir au bureau où on se fait déranger tout le temps et où on enchaîne les réunions. Oui, tout à fait. Excellent, merci. Et la dernière question, on a commencé un peu les répondre, c'est sur comment moi, en télétravail, je m'assure que mes projets avancent et celles de mes équipes, les projets de mes équipes aussi avancent bien. Ouais, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, très souvent, dans les moments un peu subis comme ça de télétravail, là, si on reprend le cadre des JO, c'est-à-dire que ça n'a pas été forcément travaillé très en amont par les structures et les collaborateurs, en fait, le risque, c'est de ne pas savoir ce qu'on attend de nous. Donc, j'ai envie de dire, et ça, c'est valable par la suite, après, de toute façon, si on garde le mode télétravail dans l'entreprise, c'est vraiment de définir ce qu'on appelle des résultats, en fait, avec les équipes. Et notamment, on a un système qui s'appelle les OKR, qui permettent vraiment d'avoir les résultats clés qui sont attendus au niveau de nos collaborateurs. Et ça leur donne, en fait, c'est un peu leur boussole. C'est des résultats qui sont co-construits avec les équipes. Donc, en plus, c'est bien parce qu'on les travaille ensemble, on les pose ensemble, donc on valide ensemble que ce sont ces objectifs-là qui sont atteints, ce qui permet l'échange en amont pour vérifier si c'est réalisable ou pas, et quelles sont les craintes, les peurs qui vont avec. Donc, toute l'expression dont on parlait tout à l'heure avec les risques d'anxiété, etc. etc. Donc, c'est vraiment définir en amont les attentes. Là, dans le cadre des JO, on ne va pas vous demander de le faire sur les 3-6 mois qui arrivent. Déjà, pendant le laps de temps des JO, ça sera déjà très, très bien de commencer par ça et d'affiner au fur et à mesure. Et puis, c'est d'utiliser des outils de gestion de projet. Moi, j'aime beaucoup Notion et j'aime beaucoup Trello pour travailler les projets de manière collaborative. Ce sont des outils, tous les deux, qui ont des versions freemium. Donc, pour commencer et tester, c'est très bien aussi. Là, à nouveau, il n'y a pas besoin de mettre des sommes de folie pour pouvoir travailler à distance, au moins en tout cas au démarrage, et ils font très très bien le job aussi. Et puis je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, récapituler toujours à l'écrit ce qui a été dit à l'oral, quand on a une structure hybride notamment, parce que même si tout à l'heure je disais c'est important qu'on utilise les mêmes canaux, etc., on n'empêchera jamais 2 personnes à la machine à café en présentiel de se partager une info pro. Donc, juste que ça rentre dans les habitudes, et le fait de récapituler cette info ou une question, une idée à laquelle on a pensé en partageant un café ensemble, aller la poser à l'écrit, et donc de ne pas prendre des décisions comme ça à l'oral pour éviter justement la désinformation.
Et puis, ça, tu en parlais tout à l'heure, Elsie, c'est effectivement faire un point hebdo avec toute l'équipe en visio. L'idée, c'est pas de passer là non plus 1 heure ou 2. C'est d'ailleurs, vous pouvez le faire debout ou dans des postures en fait spécifiques qui vous évitent de faire des réunions trop longues. Et pour le coup, c'est de prendre un petit moment, 15-20 minutes, juste pour faire le point. C'est quoi tes objectifs? Comment tu te sens? Et puis, c'est quoi en fait à la fin de la semaine ce que tu dois valider pour être zen, être bien. Voilà. Et ça permet aussi de rebondir sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le dernier petit point sur m'assurer que c'est bien côté entreprise, c'est de toujours penser à ouvrir un canal urgence. Avoir en fait un lieu sur lequel la personne qui a besoin vraiment de vous contacter là tout de suite maintenant ou d'avoir un retour d'équipe, elle puisse le faire et elle est sûre qu'il y aura toujours quelqu'un, pas une seule personne dedans, mais que ce soit un canal vraiment qui permette d'aller solutionner le plus rapidement possible la difficulté face à laquelle vous vous trouvez. Voilà. Complètement. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, pour avoir essayé d'en mettre en place à plusieurs reprises, les OKR, ça peut être quand même assez fastidieux. C'est vrai que c'est la version idéale théorique de comment on doit fonctionner en entreprise. Sinon, si on n'a pas le temps de poser vraiment un cadre aussi clair, on peut juste donner ce qu'on appelle des SMART goals, c'est-à-dire voilà, juste de la même manière qu'on peut le faire, idéalement pour structurer sa journée, c'est quoi mes trois gros sujets de la journée, mes 3 gros sujets de la semaine, etc. On peut faire pareil avec son équipe ou avec son organisation. Pendant cette période spécifique de télétravail, les points sur lesquels on est attendu, c'est avancer sur ce projet-là, ce dossier-là, et etc., etc. Et c'est tout. Voilà, ça peut être comme ça, très pragmatique. Ça marche aussi. Le point, c'est juste de le dire, de s'accorder là-dessus, d'avoir des deadlines qui sont atteignables et d'avoir des moyens de communiquer l'avancée. Et pour ça, voilà, on rappellera jamais assez qu'on n'a pas tous les mêmes modalités de fonctionnement. Un manager n'a pas les mêmes enjeux qu'un collaborateur. Entre nous, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes modes naturels d'organisation et de communication. Donc, du coup, la bonne chose à faire, c'est d'essayer de penser en inversant, en essayant de comprendre les besoins de l'autre. D'accord ? Donc, on a besoin sur cette période d'avancer absolument sur ce projet. Comment est-ce que je peux m'assurer que c'est OK pour toi ? Qu'est-ce que tu comptes faire, comment tu comptes me communiquer l'avancée du projet, qu'est-ce que tu feras si tu rencontres un challenge. Voilà, on se pose des questions comme ça en mode inversé. Ça permet de responsabiliser les gens, de peut-être les amener à réfléchir différemment que ce qu'ils auraient fait en mode pilote automatique. Et puis voilà, de se rendre compte que d'une personne à l'autre, peut-être qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont meilleurs que d'autres et qu'on peut après établir comme standard de fonctionnement commun. Et comme on ne pensera pas toujours à tout de toute façon, c'est souvent sur le tas qu'on apprend aussi. En fait, n'hésitez surtout pas quand vous êtes manager à garder une plage horaire dans votre agenda tous les jours, 1 heure, sur laquelle en fait c'est 1 heure où on peut venir sans avoir peur de vous déranger. Donc vraiment toujours garder idéalement la même heure, comme ça c'est un bon repère et ça vous pouvez l'annoncer immédiatement, en fait, dire voilà, tous les jours de telle heure à telle heure, je serai dispo si vous avez besoin, je suis joignable. Donc, n'ayez vraiment pas peur de me déranger et n'hésitez pas à poser les mots. N'ayez pas peur de me déranger, vraiment, c'est important. D'ailleurs, dans le cadre du label, très souvent, dans les questions qu'on pose aux collaborateurs, justement, certains expriment la peur de déranger le manager, ce qui veut bien dire qu'il y a vraiment, en général, 30% des collaborateurs, c'est pas rien, ont peur de déranger le manager. Donc, c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à poser les mots. Et la deuxième chose, là, plutôt côté collaborateur, n'hésitez pas de votre côté à demander du feedback. Vraiment, quotidiennement, si ça vous rassure, vous avez justement à dispo une plage horaire potentiellement qui peut être mise par le manager, donc n'hésitez pas à y aller. Chaque fois que c'est nécessaire pour vous, c'est un peu comme la fameuse question bête. En fait, il n'y a pas de question bête. Donc, si c'est important, si vous n'avez pas la réponse, si elle n'est pas dans un process, en fait, vous allez aider votre entreprise justement à s'améliorer. Et plus vous allez communiquer, plus vous allez demander du feedback, plus vous allez montrer qu'en fait, vous allez vous intéresser à ce sujet du travail à distance, plus il y aura de chances que ça soit gardé par la suite, parce que ça marche bien. Donc, vraiment, je vous encourage, dans un sens comme dans l'autre, à faire de la communication vraiment le pilier, sans tomber dans le côté contre-productif que tu évoquais justement tout à l'heure,
quand il y a trop après d'infos, trop de rendez-vous, là, c'est pas bon. Donc, bien les structurer, un petit peu comme on a pu l'évoquer tout le long de ce webinaire. Et pour rebondir, je dirais que tout ne passe pas non plus par le manager. Donc, voilà, favoriser la discussion au sein de l'équipe, d'où l'importance des canaux groupés. Quand on a une question, on pose sa question à l'ensemble de l'équipe où il y a le manager, sauf si c'est une question plus personnelle, évidemment. Ça permettra à d'autres aussi d'avoir des réponses qu'ils n'auraient peut-être pas posées au manager. Ça permet aussi à certaines personnes peut-être plus seniors de l'équipe de répondre à la place du manager. Voilà, il faut un peu casser aussi ce côté hiérarchique. C'est une bonne opportunité pour ça, le télétravail. Et après, effectivement, pour favoriser la culture du feedback, en tant que leader, que RH, etc., en demander. Voilà, on a trop tendance à dire oui, mais on ne donne pas du feedback. Mais aussi, on n'en demande pas, on n'en donne pas. Enfin, c'est un mouvement qui marche dans les deux sens. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à en donner. Et pourquoi pas mettre en place des rituels autour de ça lors des réunions. Voilà, en fin de réunion, un petit feedback via un pool, comme tu disais, Marjorie. Ou alors, voilà, on se garde 5 minutes pour se dire qu'est-ce qu'on a apprécié dans la réunion, qu'est-ce qu'on a apprécié dans la manière de faire de tel intervenant, etc. Un canal aussi qui peut être intéressant de créer, c'est un canal merci, tout simplement. Nous, on a ça aussi chez Before.ai, une sorte de canal gratitude, et il y a constamment des personnes qui viennent dire merci à telle personne, merci à telle équipe, etc. C'est une manière aussi de rendre visible des choses qu'on ne voit pas forcément. On sait qu'il y a des personnes qui ont des facilités à être politiques, à montrer ce qu'ils font, etc. Et il y a aussi plein de personnes qui sont des pépites et qui aident les autres en coulisses, qui partagent leurs bonnes pratiques en permanence, etc., qui ne sont pas forcément visibles. C'est vraiment l'occasion aussi de leur donner de la visibilité, de construire cette culture, comme on disait, de confiance, de sécurité psychologique où tout le monde trouve sa place. Eh ben, excellent. Je vois qu'il est déjà 25. C'était top. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Peut-être garder ces 5 minutes pour prendre les questions. En attendant que quelqu'un se manifeste, moi j'en ai une, je me permets, sur la culture du feedback. Forcément, Elsie, tu connais avec Masterclass, voilà, le feedback, c'est l'un de nos sujets. Je sais que le principe même du feedback, merci Célia qui nous dit que c'est très complet. La culture du feedback, ça repose sur l'observation. Est-ce que le fait d'être à distance, c'est pas un frein c'est justement à l'instauration d'une culture du feedback? On peut très bien observer quand on est, du moment où on a la vidéo, la caméra ouverte, déjà on peut très bien observer le non-verbal. Comme je le disais, c'est aussi une occasion, le télétravail, que les gens soient plus eux-mêmes, voilà, parce qu'ils sont chez eux, pieds nus, etc. Enfin voilà, ça libère aussi un peu le côté conventionnel, cadre, voilà, et émotionnel aussi, qu'on n'ose pas forcément au bureau. Encore une fois, voilà, le feedback, c'est tout le temps. Voilà, donc c'est des écrits, des oraux, c'est des observations qu'on va faire aussi via les documents de travail. Quand on prend l'habitude, c'est plus un effet culturel qu'un effet télétravail ou bureau. C'est vraiment prendre l'habitude de se dire les choses au fur et à mesure et pas hésiter, voilà, à partager ses observations, ses ressentis. Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités d'observer au final également en télétravail. Peut-être pas les mêmes choses. Ouais, sont pas j'ai envie de dire au contraire, en réalité, c'est même une opportunité de pouvoir donner du feedback, d'être à distance, parce que moi, je le vois dans l'équipe que j'avais des profils qui étaient très, très introvertis, mais vraiment très introvertis, ce qui fait qu'en public, ils ne pouvaient pas prendre la parole dans le groupe. Par contre, à l'écrit, ils s'exprimaient. Et ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que quand on a une culture de l'écrit, c'est pas pour dire du négatif, parce que ça, c'est que le négatif, en tout cas. Parce que c'est ce qu'on retrouve comme pratique sur Internet. On va aller donner son avis quand c'est négatif, quand c'est positif, c'est bien, je suis passée à autre chose, en fait. Donc, il ne faut surtout pas reproduire ça quand on est en entreprise. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé aussi de tout ce qui était possible d'instaurer comme moment
d'échange pour que justement, ce ne soit pas un focus sur le négatif et que ce ne soit pas cette habitude-là qui soit prise. Du coup, pour rebondir sur la notion de feedback, il faut que ça soit exactement la même chose, en fait, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire les retours qu'on fait à nos collaborateurs et les retours qui sont faits aux managers. Si c'est que du négatif, il n'y a personne qui aura envie de continuer la pratique du feedback. Donc, le feedback, c'est, comme tu as dit tout à l'heure avec le canal merci, c'est très, très important, ces moments positifs, mais c'est aussi avoir les canaux de conversation sur d'autres sujets que professionnels pour laisser la possibilité en fait aux uns aux autres de s'exprimer sur d'autres sujets et donc de partager des moments difficiles et des moments hyper joyeux. Donc voilà, des vacances par exemple. Enfin, nous, on avait un canal vacances, donc on voyageait sans bouger de derrière notre bureau, on voyageait parce qu'il y avait toujours quelqu'un en vadrouille. Et ça, c'était très chouette. Donc voilà, c'est le feedback. C'est vraiment pas le côté je tape sur les doigts en fait comme on pouvait connaître à l'école quand on était plus jeune où finalement les retours étaient souvent uniquement faits quand ils étaient très négatifs. Non, c'est pas ça. Donc je crois aussi que la notion de management, quand on est à distance, elle évolue, elle change. Le manager à distance, c'est surtout et essentiellement un facilitateur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à réaliser les tâches et les missions et les objectifs que vous avez tout en étant à distance. Donc peut-être changer simplement aussi l'angle de vue du management et de la relation manager-salarié, ça aidera beaucoup et c'est pour ça que la notion de feedback dans les deux sens, elle est importante. Manager salarié et RH salarié aussi, hein, c'est vraiment l'occasion de pas aussi être vu comme allant dans le service RH, la RH étant connotée, il y a forcément un problème. C'est aussi voilà, beaucoup plus facile de contacter son RH comme ça par téléphone et d'avoir des discussions sincères. Et effectivement, Marjorie, top, hein, ton intervention sur le feedback positif. C'est vrai que le mot feedback est galvaudé. On a tendance à se dire en entreprise, j'ai un feedback à te faire. On sent que ça va pas être très bon. Évidemment, si on veut instaurer une culture comme ça du feedback et de la transparence, on se partage du positif. Et au début, quand on met en place cette culture-là, on partage beaucoup plus de positifs que de correctifs. Et après, une fois que ce sentiment de sécurité et de transparence est créé, que les liens sont faits, on peut aller plus facilement jongler entre du correctif et du positif. On est d'accord. Eh bien, mille merci Marjorie et Elsie pour tous ces éléments. C'était super riche. Merci à toutes les personnes qui sont connectées et qui ont profité de ce moment-là. Avant de vous quitter, je vous rappelle que rapidement chez Fasterclass, on a des formations dédiées au management à distance et à la collaboration à distance qui s'appelle Hybrid Ways et elle est accessible gratuitement pendant une semaine. Donc, n'hésitez pas pour retrouver tous ces conseils et plus des idées de process, de documents à aller voir ce qu'on propose. Comme je l'ai dit, c'est gratuit, donc profitez-en. Et Amaury également vient de me rappeler que vous pouvez cliquer sur cette slide, sur les petites étoiles, pour donner un feedback, justement. Vous m'avez fait le lien, les filles, merci. C'était la dernière thématique. Donc voilà, on est preneurs, c'est un cadeau et on pourra toujours comme ça s'améliorer. Et on les lit tous. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous glisser quelques mots. Et encore merci à tous. Je vous souhaite un bel été. Et vous retrouverez bien évidemment le replay et l'article qu'on va en faire. Et c'était super riche. Merci pour ce moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous.